Tu t'es déjà sûrement demandé si un SSD en PCI Express 5.0 ça allait vraiment beaucoup plus vite. Et si pour répondre à cette question, on testait le MSI Spatium M570 dans sa version 2 Tera. Bon, comme vous allez le voir directement, ici on n'a pas la version la moins équipée. Quand elle arrive, elle a un gros dissipateur avec quand même pas moins de 3 caloducs de 6 mm, ce qui fait un mini dissipateur passif capable de refroidir à peu près 50 watts. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un dissipateur aussi énorme dessus? Comme vous devez certainement vous en douter, sous ce gros dissipateur se cache un petit cœur qui bat et surtout un petit SSD M.2, donc qui n'est pas plus épais que quelques millimètres, étant donné que c'est un simple PCB. Sur ce PCB, on va quand même retrouver des trucs très importants. Déjà d'un côté, on a le contrôleur qui font qu'un SSD est censé s'annoncer plutôt bon. Et tant qu'on parle de ce contrôleur, ici on a affaire à du haut de gamme avec encore une fois un contrôleur de chez Phison, c'est les leaders et on se retrouve ici avec la version 5026E26. C'est un contrôleur qui est taillé pour les SSD en PCI 5.0. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop, ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'un des meilleurs contrôleurs qui se fait à l'heure actuelle, déjà au moins pour les SSD 5.0. Peut-être que ce ne sera pas le dernier, donc il y aura certainement mieux par la suite, mais pour l'instant c'est un très bon contrôleur. Il embarque vraiment beaucoup justement de technologies de sécurité. C'est beaucoup de technologies qui vont permettre en gros de sécuriser les données par des clés d'accès à l'intérieur ou tout simplement une manière justement de coder les données dans les transferts pour les sécuriser un peu plus. Et ça c'est pas mal. On a d'autres technologies qui vont permettre justement de vérifier et corriger les erreurs à l'intérieur, donc avec du CRC, etc. On a l'habitude chez Phison, donc franchement, pour faire simple, c'est un bon contrôleur ici. Un bon contrôleur, ça repose aussi sur les débits. Donc là, par exemple, en termes de lecture, on peut monter jusqu'à 14 gigaoctets par seconde. Et en termes d'écriture, on peut monter jusqu'à 11,8 gigaoctets par seconde. Donc techniquement, le contrôleur est quand même assez haut en termes de limite. Ce sera peut-être pas le plus rapide qui va sortir, comme je vous disais, parce qu'on est encore au début des SSD en PCI Express 5.0. Mais je pense que déjà là c'est assez agressif. En gros on a l'écriture et la lecture séquentielle, donc là c'est vraiment lire des données dans l'ordre, donc ça va très vite parce que pour le SSD c'est assez simple. Et par contre on a l'écriture et la lecture en random, donc là il va lire des données aléatoires et là ça change beaucoup et on compte en nombre d'opérations par seconde. Au niveau justement de toutes ces opérations random, en lecture on peut atteindre jusqu'à 1,5 million justement d'opérations par seconde et en termes d'écriture on peut théoriquement monter jusqu'à 2 millions d'opérations par seconde. Vous allez voir qu'en pratique les puces mémoire ne permettront jamais d'atteindre ce genre de chiffres. Mais théoriquement, le contrôleur est capable de monter aussi haut. Bon, pour que ce contrôleur fonctionne au mieux de lui-même, on a besoin de plusieurs autres composants au niveau du PCB. D'un côté, on va avoir besoin, par exemple, d'une mémoire en plus, parce que vous vous doutez bien que s'il a de la RAM, le contrôleur va pouvoir travailler beaucoup mieux. En fait, le contrôleur de votre SSD, c'est un microprocesseur qui peut être comparable à celui de votre téléphone, par exemple, mais il est vraiment focus, lui, pour gérer les données. Donc son but à lui, c'est vraiment d'optimiser justement la gestion des données. Pour mieux marcher, vous vous doutez bien que par exemple sur votre téléphone, il va falloir plus de mémoire vive. Et pour que ce contrôleur marche et que ce soit un bon SSD ici, on va devoir embarquer de la RAM à l'intérieur. Donc ici, on va retrouver par exemple de la LPDDR4. On va retrouver 4 Go de LPDDR4 qui sont cadencés à 4266 mégatransferts. Donc c'est pas de la RAM qui est très lente. Honnêtement, ça commence déjà à débiter pour de la LPDDR4. Donc c'est plutôt pas mal, ça va permettre à notre contrôleur de respirer. C'est pas le SSD qu'on a le plus, mais on va voir ici que c'est déjà plutôt suffisant parce que ça lui permet d'atteindre des débits assez intéressants. D'un autre côté, notre contrôleur, il n'est pas grand chose si on n'a pas de puce pour stocker quelque chose dessus. On a un SSD qui déjà est plutôt bien parce qu'on va retrouver 4 puces ici pour du 2 Tera. C'est plaisant parce que certains constructeurs ont tendance à mettre plus que 2 puces pour du 2 Tera, c'est vraiment un peu relou. Parce que du coup, on ralentit quand même pas mal le SSD, alors qu'ici avec 4 puces, on va permettre d'écrire beaucoup plus vite et de lire beaucoup plus vite, et ça va se voir également au niveau des débits, mais on y revient juste après. Donc ici, ce SSD, il a, comme vous l'aurez compris, des puces des deux côtés du PCB pour tout simplement optimiser la place et aller encore plus vite, comme je vous l'ai dit. Et ça va permettre justement d'avoir un SSD très rapide. Et au niveau de la mémoire, c'est vraiment le dernier cri de chez Micron avec ici de la TLC en 236 layers. Donc déjà le fait qu'il y ait de la mémoire en TLC, c'est très bon pour l'endurance du SSD. D'ailleurs ça se voit tout de suite par rapport aux chiffres qui sont annoncés. On annonce ici une durée de vie pour cette version de Tera jusqu'à 1400 Tera d'écriture. Donc c'est vraiment cool. Ça permet déjà de voir que c'est un SSD qui est plutôt orienté pour les professionnels avec des données qui vont être plutôt fiables. Et ça c'est top pour tout le monde. Et le fait que ce soit une technologie de 236 layers, ça permet d'avoir des puces légèrement plus petites pour la même quantité. Et du coup ici on se retrouve avec 4 puces de 500 Go. C'est à peu près tout pour les spécifications techniques de ce SSD. Bon, avec tout ça, tu auras compris que sur le papier, ce SSD s'annonce plutôt bon. Mais finalement dans les tests, qu'est-ce que ça donne? Je te propose qu'on aille directement essayer tout ça sur des logiciels qui vont le faire chauffer un petit peu. Et on va voir s'il chauffe vraiment tant que ça. Au passage.
Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de cette bébête, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce SSD en PCI Express 5.0? Donc ce ne sera pas forcément une comparaison avec d'autres SSD, étant donné que j'ai essayé un seul SSD PCI Express 5.0 et il est là. Donc forcément, on ne peut pas faire une vraie comparaison par rapport à des SSD en PCI Express 4.0, sauf si vous voulez voir la différence. Mais si jamais toi, tu es un joueur et qui passe par là parce que tu t'es perdu sur YouTube, non, n'achète pas ce SSD en PCI Express 5.0, même si tu es très riche, ça ne te sert à rien, tu ne vas pas lancer Fortnite plus vite, ou n'importe quel autre jeu qui est énorme, tu ne verras pas la différence par rapport à un 4.0, donc gagne de l'argent, va acheter un 4.0, tu gagneras beaucoup d'argent et on n'en parle plus. Par contre, si tu es un professionnel et que pour toi, franchement, le 5.0 c'est quelque chose qui compte énormément, parce que tu vas gagner beaucoup de temps, bah là, j'ai rien à dire. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on a un comportement qui est assez normal pour un SSD. Au-delà d'un certain volume de fichiers, hein, c'est ce qu'on voit notamment sur Atto, et bah on va pas avoir un très gros gain hein, au niveau de la courbe. On voit tout de suite qu'on est à peu près pareil que le 4.0. Par contre, dès qu'on traite des fichiers beaucoup plus gros et que le SSD il peut s'élancer entre guillemets, on voit que là on a quand même une petite poussée qui n'est pas négligeable. Cela dit, on n'est pas non plus totalement à 2 fois plus de performance qu'un SSD 4.0. Mais on a quand même un petit gain qui peut justement, comme je l'ai dit, conquérir les professionnels. Le petit problème de cette technologie-là, c'est que déjà de 1, ça coûte cher, parce que ce genre de SSD là que j'ai dans les mains, ça coûte autour de 350 € pour les 2 Tera. Oui, tout le monde n'a pas forcément besoin de 2 Tera, mais si vous êtes un professionnel et que vous traitez des gros fichiers, il faut un endroit pour les stocker. Donc techniquement, 2 Tera, ce sera peut-être pas de trop. Et d'un autre côté, le point qui peut éventuellement être problématique et que beaucoup de gens relèvent à propos des SSD en PCI Express 5.0, c'est la chauffe. A-t-on besoin de mettre un dissipateur aussi gros pour avoir quelque chose d'efficace? Et bah du coup, j'ai voulu faire un petit peu le pari, j'ai enlevé ce dissipateur et je l'ai mis sur un dissipateur beaucoup plus petit. Donc par exemple, je l'ai mis sur le dissipateur principal de ma carte mère qui est la Z790 Asus ROG E-Gaming Wi-Fi. Et du coup, bah là, on a un dissipateur qui est beaucoup plus petit, même s'il reste déjà très gros pour un dissipateur de M.2. Hein, on va pas se mentir, il y a un seul caloduc, mais c'est déjà largement suffisant. Et au niveau des températures, on voit qu'il va chauffer légèrement plus, mais pas tant. Donc on peut se poser la question de pourquoi un dissipateur aussi gros. Peut-être que justement sur des burns qui sont vraiment très très longs, là j'ai fait un burn d'environ une vingtaine de minutes sur le SSD, il n'atteint pas des températures énormes. Mais peut-être que si vous faites ça toute la journée, que votre PC est bien chaud ou que vous l'éteignez jamais, un gros dissipateur ça peut éventuellement se valoir. Mais peut-être plus miser sur une ventilation à ce niveau-là que sur un dissipateur aussi énorme. En tout cas, pour ceux qui voudraient se faire plaisir justement avec ce SSD, le dissipateur est bien travaillé, même si je trouve que le fait que ce soit une tour aussi grosse, ça a tendance à casser un peu le design dans les PC assez rapidement. Franchement, il faut avoir de la place pour caler ça. MSI, vous êtes bien gentil, mais vous avez vu la taille du monstre, ça passe pas inaperçu. Pour conclure sur ce SSD, c'est un SSD qui a beaucoup de points forts. Déjà, on a un SSD qui va être plutôt fiable dans le temps parce qu'il a une bonne endurance. En plus de ça, il va être plutôt fiable au niveau de la sécurité des données parce que Phison, c'est des très bons contrôleurs qui sont assez bons là-dedans. Donc au niveau de la sécurité des données, pas de problème. Et en plus de ça, on a de la bonne mémoire tout court pour stocker tout ça, ce qui va donner une très bonne endurance ici au niveau de ce SSD parce que 1400 Tera d'écriture, c'est quand même déjà plutôt intéressant. Ça se transcrit directement déjà de 1 par rapport à la garantie, hein, parce que 50 garanties, tu te doutes bien que pas n'importe quelle marque propose 50 garanties derrière un SSD de manière générale. Faut être un peu sûr de ce qu'il y a derrière, donc quand une marque commence à t'annoncer 50 garanties pour un SSD, c'est plutôt bon pour toi en général. Un prix qui est, comme je vous l'ai dit, plutôt élevé puisqu'on attaque quand même un prix autour de 350 €, donc ça ne sera pas pour toutes les bourses. Mais comme je l'ai dit, peut-être qu'un professionnel qui veut gagner un peu de temps sur ces très gros transferts de fichiers, il sera plutôt content. Au niveau de la chauffe, ça chauffe pas trop. Bon, vu la taille du dissipateur, on pourrait s'en douter. Même sur un dissipateur plus classique, des tests que j'ai fait en ce qui concerne ce SSD, c'est pas un SSD qui chauffe énormément, donc il sera largement tenable. Par exemple, si vous prenez la version sans dissipateur, vous le mettez sur le dissipateur classique de votre carte mère, il devrait largement tenir. Et si actuellement tu es en train de te demander si tu pourrais pas acheter un SSD en 5.0, oublie tout de suite cette idée, va plutôt voir ce petit SSD en PCI Express 4.0 qui a un prix imbattable, le Lexar NM790, et tu verras qu'il sera bien mieux pour ton utilisation, sauf si tu es professionnel, auquel cas là-dessus tu gagneras beaucoup de temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Azertest d'Overclocking.com, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à la prochaine.